On est parti pour la deuxième table ronde qui est davantage autour des leviers. On est sorti du cadre. On va essayer d'y rentrer, mais peut-être pas complètement quand même. Et donc, on va voir, à partir des premiers éléments de cette table ronde, comment maintenant, concrètement, on pourrait envisager les leviers de travail et peut-être reprendre la question de la première table ronde qui restait un petit peu à peine abordée, qui est la question de, dans les leviers, quelle est la manière dont on va traiter ou prendre en compte ce problème de la subordination dans le travail, qui est quand même qui traverse beaucoup de choses dans la manière d'agir et dans la manière de penser les questions de santé et de travail. Donc cette première table ronde, on va d'abord demander à Thierry Debuc, qui est ergonome, de nous faire un point sur la question, et puis suivront dans la table ronde un certain nombre d'acteurs que je vous présenterai au fur et à mesure et qui vont vous aborder les choses à la fois sous des angles différents, l'angle syndical, l'angle d'un organe de contrôle, un angle très opérationnel d'entreprise et puis un angle qui va être plutôt autour du territoire. Donc Thierry, je te laisse démarrer. Merci. Voilà, donc moi ce que je retiens de la première table ronde, c'est qu'il n'y a pas d'activité sans insubordination et que l'enjeu pour nous là maintenant, c'est de savoir quel espace on lui donne à cette insubordination et ce qu'on en fait. Et cette question, elle n'est pas sans lien avec la question de la manière dont on pense les liens entre santé et travail. C'est une question clé. Et peut-être, je commencerai par identifier ceux qui sont concernés par cette question-là. Rachel Saada, tout à l'heure, l'a affirmé haut et fort. La question de la santé n'est pas qu'une question de... La santé au travail n'est pas qu'une question des services de santé au travail. En effet, c'est, de notre point de vue, cette question du lien entre santé et travail, c'est une question d'abord pour les entreprises, parce qu'il s'y joue des enjeux d'adaptabilité, d'agilité, bref, de performance pour ces entreprises. C'est évidemment aussi des enjeux pour les individus. J'ai dit en premier, non, en premier c'est pour les individus, cette question de la santé, parce que là, il est question d'enjeux de développement personnel, d'estime de soi. Et puis, un troisième élément du paysage qu'on n'a pas encore véritablement abordé dans la première table ronde et qu'il faut faire rentrer dans le décor maintenant, qui est la question des élus et du territoire, et plus largement la question de la société, parce que le travail, c'est un élément clé du vivre ensemble. C'est une question clé du vivre ensemble. Donc, cette question du lien entre santé et travail, elle appelle, de notre point de vue, une mise en mouvement de plusieurs catégories d'acteurs. Les entreprises. Quand je parle des entreprises, je parle des entreprises au sens large, c'est-à-dire évidemment les dirigeants, les représentants, le management, les salariés eux-mêmes, les acteurs de la prévention et les élus. Et je vais centrer mon propos plutôt sur les deux premières catégories en laissant le soin à nos collègues de la troisième table ronde d'aborder plutôt la question des élus. Alors, repenser les liens entre santé et travail, ça a été assez clairement énoncé dans la première table ronde, ça passe d'abord par la question de la reconnaissance du travail réel. C'est-à-dire de la reconnaissance de ce que les personnes mettent d'eux-mêmes dans la mise en œuvre des tâches qui leur sont demandées par une organisation et de ce qu'ils mettent d'eux-mêmes, notamment pour prendre en compte la complexité du réel. Les situations de travail, et en particulier dans le cadre de relations de service, je rappellerai ici que c'est la très très grande majorité des emplois actifs aujourd'hui, des emplois de service. Les situations de travail, ça se caractérise d'abord par une instabilité
et par une complexité qu'en réalité les organisations ne parviennent pas à maîtriser en totalité. Et donc il faut acter que c'est sur la capacité des personnes d'abord à se laisser affecter, c'est-à-dire à être sensibles à la situation, aux autres, mais pas trop, pour ne pas en être paralysé, à se laisser affecter par la situation, à en comprendre l'originalité, à en créer des ressources pour faire quelque chose de cette situation. C'est surtout ça que repose la qualité du service rendu et donc la performance de l'entreprise. Mais également, c'est là-dessus que repose la construction de la santé à travers le sentiment de fierté, le sentiment d'utilité et à travers la construction de relations, de réseaux sociaux avec les autres, de liens sociaux. Or, et il faut mettre mon propos en lien avec ce qui a été dit à la première table ronde sur la question de la place de la gestion, la reconnaissance de ce travail réel pose plusieurs difficultés aux managers. Première difficulté, c'est la question de l'invisibilité du travail. On l'a évoqué tout à l'heure, ce qui se voit ne dit absolument rien de l'intention qui sous-tend le geste. Là, vous me voyez m'adresser à vous, mais vous n'imaginez pas tout ce qui peut se passer dans ma tête en fonction de ce qui marque vos visages, la compréhension, la colère, la satisfaction, l'approbation, autant d'éléments qui viennent alimenter mon propos, le faire évoluer, et du coup faire que finalement il est probable que je dirais tout à fait autre chose que, en partie tout du moins, que ce que j'avais prévu. Donc les questions que se posent les personnes, leurs doutes, les arbitrages qu'elles font et les ressources qu'elles mettent en œuvre pour faire face aux situations, elles ne sont pas accessibles sans qu'on mette en place un dispositif qui soit pensé pour ça. Voilà. Et elles ne sont pas accessibles dans les modèles d'organisation aujourd'hui, en grande partie, je fais de nouveau référence à des éléments évoqués à la première session, parce que les modalités classiques d'évaluation, elles sont d'abord basées sur une évaluation individuelle, qui ne donne pas accès au travail réel, et puis parce qu'elle reste basée sur la mesure de l'écart entre le résultat qui était attendu et le résultat obtenu. Et puis aussi, enfin, parce qu'elle considère que c'est la somme des performances individuelles qui fait la performance globale de la structure. En partant de ce postulat, il n'y a pas de possibilité, à travers ces modalités d'évaluation, de mettre en évidence, de mettre en lumière la réalité des situations auxquelles les personnes se sont frottées, ce qu'elles ont pu activer. J'ai parlé tout à l'heure de mettre de soi-même, c'est ça, ce qu'elles ont mis d'elles-mêmes pour essayer de faire face, et notamment ce qu'elles ont pu essayer de développer en termes de coopération avec leurs collègues, avec leurs managers, ou avec les tiers, le client, pour trouver une réponse à une question qui émerge là, dans l'activité, dans la situation. Donc je le disais tout à l'heure, reconnaître le travail réel, ça pose la question de la mise en place de dispositifs spécifiques et qui en fait sont des dispositifs qui portent sur 3 registres différents. Et chacun de ces registres appelant un mode d'animation un peu particulier. C'est en ça aussi que le métier de manager est invité à réfléchir et potentiellement à bouger, à évoluer sur cette question de l'animation de ces dispositifs. Alors, premier de ces dispositifs, c'est la question justement de l'évaluation des coopérations. Ce dispositif, il permet, notamment lorsque l'organisation a connu des difficultés, quand ça ne marche pas, ça permet de comprendre comment ces situations ont été abordées, pensées par les différents acteurs qui ont concouru au résultat final.
Et ça permet de comprendre comment les uns et les autres ont été en mesure ou pas de construire une réponse pertinente à ces aléas, ces questions qui ont émergé au fil de la situation. Dans ce premier dispositif, on met autour de la table l'ensemble des parties prenantes. Et le manager, il doit là adopter une posture un peu particulière, qui est d'abord une posture d'écoute, et d'écoute bienveillante. En se positionnant de cette manière-là, il cherche à permettre aux participants de comprendre ce qui a déterminé les actions de l'autre. Comment l'autre a pensé la situation, l'événement qui s'est présenté, ce qu'il a imaginé comme étant possible de réaliser pour y faire face, et comment cette action individuelle s'est articulée avec l'action des autres intervenants de la situation. Dans ce dispositif, c'est l'écoute qui crée la parole. Et cette écoute, elle relève, donc, c'est un choix, c'est une décision, c'est une posture qui relève, de notre point de vue, d'une décision qui est managériale, est une partie intégrante de la stratégie. Ça se discute et ça se décide au sein des CODIR et ça se déploie au sein de l'ensemble des managers. Deuxième dispositif qui favorise l'existence ou la mise en lumière plutôt de la question du travail réel, c'est un dispositif de professionnalisation. On peut tous en faire le constat dans nos propres activités, les outils, le cadre réglementaire, les marchés d'aujourd'hui, nos outils, notre cadre réglementaire, nos marchés d'aujourd'hui sont complètement différents, complètement évolués par rapport à il y a 5 ans, il y a 10 ans, et ça continue à se transformer, à évoluer. Et donc la question de la professionnalisation, elle n'est pas réglée par la question de la qualification ou de la formation de départ, ni même pas complètement réglée par la question de la formation continue. Ce dispositif de professionnalisation, lui, il vise à permettre à un groupe de pairs, un groupe de métiers, un groupe de professionnels du même métier, de s'interroger à travers le retour d'expérience des uns et des autres. C'est là, peut-être, il marque un écart avec la question de la formation continue. Comment, à travers ce retour d'expérience, on peut dégager des enseignements qui sont utiles au métier, qui racontent comment le métier essaye de faire face à de nouvelles questions, à de nouvelles situations, essaye de travailler avec de nouveaux interlocuteurs. Ces dispositifs de professionnalisation, ils s'appuient, je l'ai dit, plutôt sur des groupes de pairs sans rapport hiérarchique. C'est les professionnels d'un même métier qui discutent, voire qui se disputent sur le métier. Je dirais même que dans ce cadre, l'identification des désaccords, ça permet souvent de mettre en évidence des questions qui ne sont pas réglées pour le métier et qui contribuent à éviter que ces questions ne deviennent des conflits entre les personnes. Troisième dispositif que je voudrais évoquer, le dernier, c'est un dispositif qui, lui, est centré sur l'idée de l'innovation servicielle. Le retour d'expérience, ça permet de faire émerger de nouveaux besoins des clients, des manières plus pertinentes d'y répondre. Bref, il permet de faire évoluer, d'améliorer le service qu'on rend. Il y a plein de pépites, tout le monde en parle d'ailleurs, de ces fameuses pépites, des astuces, des choses que les gens développent dans le cadre de leur travail. L'idée de cette innovation servicielle, c'est de les co-construire et de les partager. Dans ce type de dispositif, qui peuvent être animés d'ailleurs par un manager ou par une autre personne, si le manager est présent, il contribue au groupe au même titre que les autres participants. Il n'est pas là dans un rôle hiérarchique. Voilà, trois leviers possibles du côté des managers. Maintenant, si on s'intéresse à la question pour les préventeurs, la question de la reconnaissance du travail réel est aussi
de notre point de vue, un objet de travail pour les préventeurs. D'abord, dans un premier temps, parce que, au travers des visites médicales, au travers de la participation à un certain nombre d'instances dans les entreprises, au travers de la sollicitation des élus du personnel, les médecins du travail et plus largement l'ensemble des préventeurs sont régulièrement sollicités sur des questions de santé psychique et de lien avec le travail. Donc, de ce point de vue, il constitue d'abord une source de veille et de possibilité d'alerte des entreprises qui n'a pas d'égal. Mais au-delà de ce rôle de veille, ces préventeurs peuvent aussi constituer une ressource pour l'entreprise en l'aidant, et je fais référence là à un des exemples qui a été cité, présenté dans la première table ronde, en l'aidant à se construire un point de vue sur le travail, sur les enjeux de santé, en lien avec les questions de performance, d'organisation de l'entreprise. Et puis enfin, ces acteurs de la prévention, ils peuvent aussi agir en contribuant à la reconnaissance du travail réel, en faisant la promotion, voire même en participant à des formations autour des différents dispositifs que j'évoquais tout à l'heure. Ça devient des outils qui peuvent être aussi à leur service. Mais pour que ça puisse fonctionner, ça pose la question de la manière dont les préventeurs pensent eux-mêmes la question du lien entre santé et travail. Et sans doute, ça appelle un déplacement de leur part sur ces questions-là, sur la question de la place de la subjectivité dans le travail, sur la question des coopérations entre les préventeurs, avec les salariés, les managers. Ces questions-là, il nous semble qu'elles doivent être elles-mêmes instruites à l'intérieur des services de santé au travail ou des institutions en charge des questions de prévention. Autrement dit, si je pousse mon propos un peu plus loin, les travailleurs que constituent les préventeurs tireraient sans doute bénéfice pour leur propre compte, pour leur santé et pour la qualité du service qu'ils rendent aux entreprises et aux salariés, à la mise en place dans leur structure des dispositifs que j'évoquais tout à l'heure, soutenus en ça par leur propre direction. Et du coup, je vous livre trois questions qui pourraient faire l'objet de travail pour ces groupes, ces trois dispositifs à l'intérieur même des services de prévention. Voilà. Comment les collègues d'un service de santé au travail partagent et profitent d'une expérience comme celle qui a été évoquée à la première table ronde? Comment on met, quel retour d'expérience on fait de ça dans un service de santé au travail? Comment on en débat? Comment ça nourrit les métiers? Et comment ça sert à construire un point de vue qui devient plus fort, plus solide pour porter ces questions dans les entreprises? Comment les métiers de médecins du travail, d'ergonomes, de psychologues du travail se professionnalisent sur ces questions? Comment ils abordent de nouvelles questions? Comment ils abordent cette question des risques psychosociaux dont on a vu tout à l'heure qu'elle est évidemment pas nouvelle, mais qu'en même temps, la manière dont elle se pose dans les entreprises, la manière dont les professionnels sont sollicités sur ces questions, elle est pas neuve, elle est neuve plutôt. Et puis enfin, troisième question, quel dispositif d'intervention innovant on peut essayer de mettre en place dans les services de santé au travail ou dans les institutions en charge de la prévention pour tendre vers une meilleure qualité de service et faire un usage pertinent des ressources des services de santé au travail. Je ne rentre pas dans les détails des problèmes démographiques de ces services, mais vraisemblablement une façon de l'aborder, c'est bien de repenser la question des dispositifs et donc d'essayer d'innover. Les dispositifs de reconnaissance que je viens d'évoquer, ça constitue des leviers qui sont, de notre point de vue, extrêmement puissants. Du point de vue économique, parce qu'ils contribuent à la création de valeur dans l'entreprise. Du point de vue de la santé, parce qu'ils constituent
un lieu de soins de l'engagement des personnes. Et enfin, du point de vue plus sociétal, parce qu'ils sont des lieux d'expérience du vivre ensemble. À ce titre, nous pouvons dire que la reconnaissance du travail réel et le soin apporté à l'engagement subjectif des personnes relèvent de la stratégie de l'entreprise. C'est une question stratégique. Les conditions d'installation, d'animation, de capitalisation de ces lieux de délibération et la prise en compte de la santé comme une ressource susceptible de se développer dans le travail constituent des questions absolument clés pour les directions des structures. Je vous remercie.